Je m'appelle Élise Monsieur Lefebvre et j'avais 22 ans lorsque ma fête de remise des diplômes s'est transformée en la première véritable fracture au sein de ma famille. Je ne pensais pas qu'une célébration dans un jardin à Lyon puisse porter un tel poids. Je ne pensais pas qu'un microphone, un gobelet en plastique et une seule phrase pourraient changer la façon dont je percevais mon propre sang. Mais c'est ainsi que sont les familles comme la mienne, elles ne se brisent pas d'un seul coup. Elles se fissurent en public, puis elles exigent que vous souriez pendant que les morceaux tombent. C'était censé être un jour dont je me souviendrai pour toutes les bonnes raisons. J'avais terminé mon diplôme et j'avais réussi, d'une manière ou d'une autre, à bâtir une petite entreprise rentable tout en étudiant à plein temps. Ce n'était pas de la chance. C'était de longues nuits, des week-ends sacrifiés et le fait de dire non à plus de fêtes que je ne pouvais en compter. J'avais appris à travailler dur en silence parce que, dans ma maison, l'attention était une monnaie d'échange et mon frère aîné, Julien, la dépensait toujours comme si c'était son droit de naissance. Ma mère avait mis le paquet. Le jardin semblait sortir d'un magazine, des chaises pliantes blanches alignées sous des guirlandes lumineuses, des tables recouvertes de nappes bleues, et l'odeur du poulet rôti et du gratin de macaroni croustillant flottant dans l'air. Des parents que je n'avais pas vus depuis des années sont apparus de nulle part. Des amis d'université, des voisins, et même mon ancien entraîneur de basket-ball du lycée se sont arrêtés pour me serrer la main. Pour la première fois, je sentais que toute cette discipline avait signifié quelque chose, comme si j'avais gagné le droit de me tenir là et d'être fier sans sourciller. Quelque part entre la deuxième série de toasts et la découpe du gâteau, Julien s'est dirigé vers le microphone. Il avait cette démarche décontractée et confiante qu'il utilise lorsqu'il est sur le point de transformer la pièce en son public. Je l'ai observé de la même manière que l'on observe une allumette près d'un papier sec. Vous ne savez pas si cela va brûler, mais vous savez que cela le peut. Je me suis dit que peut-être il dirait quelque chose de gentil, peut-être des félicitations rapides, ou une histoire sur nous quand nous étions enfants qui ne se terminerait pas avec moi comme chute de la plaisanterie. Au lieu de cela, il a levé son gobelet et a dit haut et fort, portons un toast au mouton noir de la famille qui a réussi, on ne sait comment, à obtenir un diplôme. Pendant une demi-seconde, ce fut comme si l'air s'était fendu en deux, moitié rire, moitié silence gêné. La plupart des gens ont ri parce qu'ils pensaient qu'il s'agissait d'une plaisanterie fraternelle. Certains m'ont regardé avec ces petits sourires narquois qui disent qu'ils pensent qu'il y a une part de vérité derrière la blague. Ma mère, debout près du barbecue, a souri comme si elle était fière de lui parce qu'il était drôle et a dit qu'il ne faisait que plaisanter. J'ai souri aussi. C'était mon rôle. Sourire. Encaisser. Maintenir la paix. Mais à l'intérieur, quelque chose de froid m'a traversé parce que je savais ce qu'il faisait. Julien ne voulait pas me féliciter, il voulait me rabaisser devant tous ceux qui étaient venus me célébrer. Il voulait que mon accomplissement ressemble à un accident, et non à quelque chose pour lequel j'avais tant travaillé. Julien avait 29 ans, n'avait aucun diplôme et n'avait jamais gardé un emploi pendant plus de 8 mois. Il était le genre d'homme qui parlait de réussir gros tout en empruntant des euros pour payer son loyer. Depuis un an, je l'aidais pour sa dernière grande idée, une jeune entreprise qu'il jurait voir décoller. J'avais même accepté d'ouvrir un compte de prêt commercial partagé avec lui parce que je pensais que peut-être, pour une fois, il irait jusqu'au bout. J'avais fermé les yeux sur les échéances manquées, sur le fait qu'il ne semblait jamais fournir les mêmes heures de travail que moi, et sur la façon désinvolte dont il traitait l'argent qui n'était pas entièrement le sien. Je me disais que c'était la famille. Je me disais que l'aider ne me rendait pas faible, cela me rendait loyal. Mais m'humilier devant des amis, la famille élargie et des gens que je connaissais à peine étaient différents. Ce n'était pas juste une mauvaise blague. C'était un rappel que, dans ses yeux, je serais toujours la petite sœur qui avait eu de la chance, peu importe mes efforts. Je ne lui ai pas dit un mot ce soir-là. J'ai coupé le gâteau, serré d'autres mains, remercié tout le monde d'être venu et prétendu que la blague glissait sur moi. J'ai laissé la fête se terminer comme ma mère le souhaitait, chaleureuse, brillante et crédible. Et quand la dernière voiture est partie et que les lumières du jardin se sont éteintes pour ne laisser qu'une lueur tamisée, je suis retourné dans mon appartement et je me suis assise dans le silence. J'ai regardé tout ce que j'avais construit et j'ai réalisé quelque chose qui m'a effrayé parce que cela semblait si définitif. Si je continuais à financer la vie de Julien, il continuerait à me traiter comme si j'étais inférieur à lui. Il continuerait à appeler cela de l'amour, et ma mère continuerait à appeler cela de la paix. Alors, j'ai décidé de quelque chose calmement et complètement. 3 jours plus tard, j'ai appelé la banque. J'ai bloqué notre compte partagé. J'ai envoyé un courrier électronique à la petite équipe de développement que nous avions embauchée pour sa jeune entreprise,
les informant que mon financement était terminé et que mon implication était finie. Je ne l'ai pas expliqué à Julien. Je ne l'ai pas prévenu. Je ne lui ai pas accordé la courtoisie d'une conversation parce que je lui avais accordé une année de courtoisie et il m'avait remboursé avec un microphone. Le lendemain matin à 8h12, mon téléphone s'est éclairé avec le nom de Julien. Il n'a pas appelé une seule fois. Il a appelé à 8h12, 8h14 et 8h17, laissant sonner à chaque fois jusqu'à ce que la messagerie vocale réponde. À 8h20, l'icône de ma messagerie brillait comme un signal d'alarme. J'ai écouté le premier message. Sa voix était tranchante, confuse et déjà sur les nerfs. Il voulait savoir pourquoi notre compte de prêt conjoint était bloqué, pourquoi l'équipe de développement l'avait appelé pour dire que tout travail était suspendu jusqu'au rétablissement du paiement, et pourquoi le site internet de sa jeune entreprise était hors ligne. Il a dit que je rendais tout plus difficile que nécessaire. Je n'ai pas répondu. Je voulais qu'il reste dans cette incertitude, qu'il ressente réellement les conséquences sans que j'intervienne pour arranger les choses. Je voulais qu'il ressente ce que c'était que de construire une vie sans utiliser la mienne comme échafaudage. À 9h30, ma mère a appelé, ce qui m'a indiqué que Julien avait déjà couru vers elle. Elle n'a pas perdu de temps. Elle a dit que Julien était bouleversé et que je devrais au moins lui parler pour régler cela. Elle a prétendu qu'il comptait sur cela pour son avenir et que me retirer maintenant détruirait des mois de travail. Je lui ai dit la vérité, je ne finançais pas quelqu'un qui pensait que m'humilier devant la famille et les amis était une bonne comédie. Elle a essayé les vieilles phrases, il plaisantait. Ne prends pas cela tellement au sérieux. Tu sais comment est ton frère. Et quand je n'ai pas cédé, sa voix est devenue plus froide. Elle m'a dit que je punissais toute la famille, que ma décision ne faisait pas seulement du mal à lui. Cette phrase est restée gravée en moi parce qu'elle me montrait ce qu'elle croyait réellement. Elle n'a pas dit que Julien avait tort. Elle n'a pas dit qu'il me devait des excuses. Tout ce qui lui importait était que je ne jouais pas le rôle que j'étais censé jouer, la sœur cadette qui soutient le frère aîné, peu importe à quel point il le mérite peu. À midi, j'ai décidé de passer à l'étape suivante. Julien et sa femme vivaient dans un appartement de 3 pièces à la périphérie de Lyon. Techniquement, c'était à son nom, mais les paiements de l'hypothèque provenaient de mon compte depuis 14 mois. Cela avait commencé comme un arrangement à court terme lorsqu'il lançait la jeune entreprise, mais au vu de la situation, il n'y avait plus de raison de maintenir cet arrangement en vie. J'ai conduit jusque-là sans lui dire que je venais. Quand il a ouvert la porte, il semblait ne pas avoir dormi. Ses cheveux étaient en désordre, sa chemise froissée, et l'air à l'intérieur sentait le café rassis. Sa femme était assise sur le canapé avec son ordinateur portable ouvert, des papiers étalés comme si elle essayait de limiter les dégâts. La scène n'était pas nouvelle. Julien vivait dans le chaos et appelait cela de l'élan, et tout le monde autour de lui apprenait à nettoyer les dégâts. Je ne me suis pas assise. Je lui ai dit directement, à partir du mois prochain, l'hypothèque est à ta charge. Plus aucun paiement de ma part. C'est fini. Pendant une seconde, il n'a rien dit. Il m'a regardé comme si j'avais changé de langue. Puis les excuses sont arrivées, comme elles le faisaient toujours. C'était une blague. J'exagérais. J'aurais dû savoir qu'il ne pensait à rien de mal. Il a dit que j'étais mesquine, que je gâchais des années de fraternité pour quelques mots. Je lui ai dit que nous n'étions plus partenaires ni en affaires, ni en quoi que ce soit de financier. Il pouvait gérer sa jeune entreprise comme il le souhaitait, mais il le ferait avec ses propres ressources. Il pouvait réduire ses dépenses, prendre un emploi ou tout arrêter. Ce n'était plus mon problème. Il a tenté un dernier angle, disant que je l'abandonnais et que je ne pensais pas à la famille. Je n'ai pas répondu à cela. J'ai tourné les talons et je suis parti. En marchant vers ma voiture, je n'ai ressenti ni culpabilité ni regret. J'ai ressenti quelque chose de proche du soulagement. C'était la première fois depuis des années que je ne portais pas son poids sur mon dos. Et pendant quelques jours, le silence a ressemblé à de la paix. Puis mes parents ont appelé avec une invitation pour un grand dîner de famille. Ils ont dit que c'était important, que tout le monde devait être présent. Ma mère a présenté cela de manière décontractée, comme l'un de ces repas où tout le monde s'entasse dans la salle à manger et où la moitié des conversations se chevauchent. Mais la façon dont elle a insisté sur le fait que je devais absolument être là m'a indiqué qu'il ne s'agissait pas seulement d'un dîner. C'était un guet-apens. J'ai hésité à y aller. Je connaissais déjà le scénario. Il minimiserait ce que Julien avait fait. Il me traiterait d'excessivement sensible.
Ils essaieraient de me faire culpabiliser pour que je débloque le compte et que je paie à nouveau pour l'appartement. Mais une partie de moi voulait voir cela. Je voulais voir exactement jusqu'où ils étaient prêts à aller pour le protéger, même si cela devait me briser. Et je ne le savais pas encore, mais ce dîner serait le moment où quelqu'un dirait enfin tout ce qui était vrai depuis des années, et toute la soirée basculerait dans le chaos. J'ai failli ne pas y aller. Je me tenais dans mon appartement, mes clés à la main, fixant la porte comme s'il s'agissait d'un point de décision que je ne pourrais pas défaire. Mon petit ami, Mathieu, m'observait depuis le seuil de la cuisine, silencieux de cette manière qui signifiait qu'il me laissait choisir, mais prêt à intervenir si je le demandais. Il n'était pas du genre à exiger de m'accompagner ou à agir comme s'il devait gérer ma famille. Il a simplement posé une question simple qui a pesé plus lourd que n'importe quel discours. « Veux-tu la paix ?» a-t-il dit, « ou veux-tu la clarté ?» Je n'ai pas répondu immédiatement parce que la vérité était que je voulais les deux. Je voulais la paix sans capitulation. Je voulais la clarté sans une autre scène où je sortirais en ayant l'air de la méchante. Mathieu s'est approché, a pris ma main et a baissé la voix. « Quoi qu'il arrive, a-t-il dit, ne les laisse pas réécrire ce que tu as vécu. » C'était la chose que je commençais à comprendre. Ma famille ne se contentait pas de se disputer, elle éditait. Il prenait un moment, enlevait les parties qui les faisaient paraître mauvais, polissait ce qui restait et vous le rendait comme s'il s'agissait de la véritable histoire. Et si vous n'acceptiez pas leur version, ils vous punissaient pour votre difficulté. Alors, j'y suis allé. Quand je suis entré dans la maison de mes parents, la table était déjà dressée comme s'ils préparaient une mise en scène. Ma mère avait fait les choses en grand, poulet rôti, purée de pommes de terre noyées dans la sauce, et son pain à l'ail qui pourrait assommer une personne à 2 pièces de distance. Les lumières de la salle à manger étaient vives, presque trop vives, comme s'ils voulaient que tout soit visible, chaque expression captée, chaque réaction enregistrée dans la mémoire. Mon père était assis en bout de table avec un verre de thé glacé, l'air exceptionnellement sérieux. Julien et sa femme étaient déjà là, penchés l'un vers l'autre, chuchotant à voix basse avant de se redresser en m'apercevant. Les yeux de Julien se sont posés sur moi comme il le faisait toujours lorsqu'il mesurait si j'arrivais en position de faiblesse ou de force. Sa femme ne souriait pas vraiment. Elle portait ce regard prudent comme si elle se préparait à un impact mais espérait toujours que la pièce se rangerait de leur côté. Et ma mère, rôdant près de la cuisine comme si elle présentait une émission, m'a accueilli avec une douceur qui semblait répéter. Mathieu avait proposé de venir, mais je ne l'ai pas emmené. Non pas parce que j'avais honte, mais parce que je ne voulais pas qu'il déforme la situation. Je pouvais déjà entendre la voix de ma mère dire que j'amenais des étrangers dans les affaires familiales, comme si je n'avais pas passé des années à être l'étrangère à l'intérieur de ma propre maison. Nous nous sommes assis et, pendant les 20 premières minutes, ce furent des bavardages superficiels. Ma mère a posé des questions sur mon entreprise, puis est rapidement passée aux voisins. Mon père a mentionné une fuite dans le toit du garage. Julien a fait une blague peu convaincante sur la circulation. Tout le monde agissait comme si l'air n'était pas chargé, comme s'il n'y avait pas un programme silencieux assis à table avec nous, attendant son tour de parole. Je pouvais sentir la tension monter. Ma mère continuait de me regarder comme si elle vérifiait l'angle de son tir. Julien ne cessait de bouger sur sa chaise comme s'il s'ennuyait, comme s'il ne pouvait pas attendre la partie où il obtiendrait ce qu'il voulait. Sa femme continuait de toucher sa serviette, la pliant et la dépliant, une habitude nerveuse qui me faisait penser qu'elle comprenait plus qu'elle ne l'admettait. Finalement, ma mère a posé sa fourchette et a dit, « Les familles ne devraient pas laisser de petits malentendus se transformer en gros problèmes. » Elle n'a pas prononcé mon nom, mais ses yeux sont restés fixés sur moi tout le temps. Elle a poursuivi en disant que la vie était trop courte pour les rancunes, que tout le monde commet des erreurs en essayant d'être drôle et que nous devrions tous simplement aller de l'avant. Les mots étaient doux, mais le message ne l'était pas. Le message était simple, laisse tomber. Répare. Paie encore. Sois celle qui maintient l'équilibre. J'ai ouvert la bouche puis je l'ai refermée parce que je savais que si je parlais, elle transformerait mes mots en une dispute sur le ton, sur le respect et sur la façon dont j'aggravais les choses. C'était toujours le piège. Ils ne se souciaient pas de ce que vous disiez, ils se souciaient de savoir si vous le disiez d'une manière qui préservait leur confort. Avant même que je ne puisse décider de la manière de répondre, mon père a posé sa fourchette avec un cliquetis délibéré qui a traversé la pièce comme un avertissement. Il s'est tourné vers Julien et a dit, « Tu aurais dû réfléchir avant d'ouvrir la bouche à cette fête. Tu as embarrassé ta sœur devant tout le monde, et tu as de la chance qu'elle se soit contentée de retirer son argent. » La pièce s'est figée.
Julien la regardait comme s'il avait mal entendu. Les sourcils de ma mère se sont levés comme si mon père venait de changer de camp au milieu d'une partie d'échecs. La femme de Julien a baissé les yeux vers son assiette et n'a plus bougé. Et pendant une seconde, j'ai senti quelque chose de nouveau monter dans ma poitrine. Pas tout à fait du soulagement, mais un choc, parce que mon père ne défiait presque jamais Julien directement. Mon père était un homme calme, le genre qui croyait que maintenir la paix était la même chose qu'être fort. Mais la façon dont il regardait Julien à ce moment-là avait du poids, comme s'il observait cette dynamique depuis des années et qu'il ne pouvait enfin plus prétendre qu'elle était normale. Julien a essayé de se reprendre, s'appuyant sur le dossier de sa chaise avec cette confiance paresseuse qu'il utilisait lorsqu'il voulait agir comme si rien de tout cela n'avait d'importance. « C'était une blague », a-t-il dit. Élise prend cela trop au sérieux. Elle sait que je ne pensais à rien de mal. Mon père ne l'a pas laissé finir. Il lui a dit que se cacher derrière le « je plaisantais » était le plus vieux tour du monde. Il a dit que si Julien me respectait le moins du monde, il se serait excusé juste après les faits, et n'aurait pas attendu que je lui coupe les vivres. Il n'a pas élevé la voix, mais son ton indiquait clairement qu'il ne débattait pas. Ce n'était pas une conversation, c'était un verdict. C'est alors que ma mère est intervenue. Elle s'est penchée vers mon père comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Elle a dit, c'est juste ainsi que sont les frères et sœurs. Elle a dit qu'elle savait que Julien plaisantait et que j'étais celle qui en faisait toute une montagne pour rien. Puis elle m'a regardé et a dit que j'étais allé trop loin. Julien, sentant le renfort, a croisé les bras et est resté silencieux, la laissant se battre pour lui. Il a même souri d'un air narquois à un moment donné, comme si tout se déroulait exactement comme il l'avait prévu, à l'exception de l'intervention de mon père. Ce sourire m'a fait quelque chose. Il a fait défiler la nuit de ma remise de diplôme dans mon esprit, les rires, les petits sourires des gens qui pensaient que la blague contenait une vérité, ma mère souriant comme si c'était mignon. Ce n'était pas mignon. C'était un schéma répétitif. Il n'est répondu à rien de tout cela. Cela ne servait à rien. Ils avaient déjà décidé que j'étais le problème parce que j'avais arrêté de jouer le rôle qu'ils attendaient de moi. Alors, j'ai poussé mon assiette, je me suis levé et je leur ai dit que je n'allais pas m'expliquer à nouveau. Le silence alors que je marchais vers la porte était pesant, mais je ne me suis pas retourné. Je pouvais entendre ma mère inspirer comme si elle était sur le point de me traiter de dramatique. Je pouvais entendre Julien bouger sur sa chaise comme s'il attendait que mon père me répare. Et je pouvais sentir les yeux de mon père sur mon dos, pas en colère, pas même déçu, juste fatigué, comme s'il voyait quelque chose clairement pour la première fois et réalisait qu'il aurait dû le voir plus tôt. Une fois dehors, l'air froid a frappé mon visage et mes mains tremblaient légèrement pendant que je déverrouillais ma voiture. Je suis resté assise là un moment, sans conduire, respirant simplement, parce que mon cœur battait la chamade comme lorsqu'on s'est retenu trop fermement pendant trop longtemps. Quand je suis rentré, Mathieu a appelé. Je ne lui avais pas dit que je partais plus tôt, mais il l'a entendu dans ma voix dès que j'ai répondu. « Est-ce qu'ils l'ont fait ?» a-t-il demandé. « Ont-ils essayé de te faire porter le chapeau ?» « Oui », ai-je dit, et c'est sorti comme un rire sans aucun humour. Et le pire, c'est qu'ils n'ont même pas été subtils. Mathieu est resté silencieux un moment. Puis il a dit, « Écoute-moi bien. Les gens qui bénéficient de ton silence te trouveront toujours bruyante quand tu finis par parler. » Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin d'entendre cela jusqu'à ce que ma gorge se serre. Parce qu'une partie de moi voulait encore croire que ma mère se réveillerait et dirait, « Tu as raison. » Il a dépassé les bornes. Une partie de moi voulait encore croire que Julien ressentirait de la honte. Mais le dîner a prouvé quelque chose de plus sombre, Julien n'avait pas autant besoin de mon argent qu'il avait besoin de contrôle, et ma mère ne voulait pas les quitter autant qu'elle voulait que la famille paraisse intacte. Je pensais que c'était la fin de leur intervention. Je les ai sous-estimés. 3 jours plus tard, Julien et ma mère ont fait l'équipe pour quelque chose que je n'avais pas vu venir, pas un appel téléphonique, pas des excuses sincères, mais une mise en scène conçue pour me coincer, m'embarrasser et me forcer à m'occuper d'eux à nouveau, que je le veuille ou non. C'était un matin de semaine. Je revenais d'un rendez-vous avec un investisseur potentiel, l'esprit encore à moitié tourné vers les chiffres et les projections, quand j'ai aperçu un grand camion de déménagement blanc garé directement devant mon immeuble à Lyon. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un voisin, quelqu'un qui partait enfin, quelqu'un qui prenait un nouveau départ. Puis mon cœur a sombré parce que j'ai vu Julien debout à l'arrière du camion, dirigeant de déménageurs comme s'il était le propriétaire des lieux. Sa femme était sur le trottoir, tenant un carton étiqueté « Cuisine »,
arborant ce sourire crispé que les gens affichent lorsqu'ils essaient d'avoir l'air décontracté à propos de quelque chose qui ne l'est pas du tout. Et Julien, dès qu'il m'a vu, a éclaté d'un sourire comme s'il organisait une fête surprise pour moi. Juste à temps, a-t-il dit, en frappant ses mains l'une contre l'autre. Nous sommes sur le point de commencer le déchargement. Je l'ai fixé. Le déchargement où? Il a incliné la tête vers mon immeuble comme si c'était évident. Qu'est-ce que tu crois? Ta deuxième chambre est vide depuis que tu as emménagé. Nous avons pensé que nous allions squatter ici pendant quelques semaines, juste le temps de nous installer. La façon dont il a dit cela m'a donné la chair de poule, comme si ma maison était une ressource qu'il pouvait revendiquer, comme si mon espace était une faveur à laquelle il avait droit, et comme si mon « non » n'avait aucune importance à moins qu'il n'en décide autrement. Non, ai-je dit. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas discuté. Je l'ai juste dit une fois, d'un ton net et plat, parce que je croyais que des adultes responsables devaient comprendre une limite dès la première fois qu'ils l'entendaient. Julien a ri comme si je jouais le jeu. Il s'est tourné vers les déménageurs et leur a dit de commencer à tout rentrer à l'intérieur. Je me suis placé devant l'entrée de l'immeuble. Non, vous n'emménagez pas ici. Sa femme a déplacé le carton dans ses bras et a essayé d'intervenir, expliquant comment le nouveau propriétaire de leur appartement avait décidé de ne pas renouveler leur bail et comment tout s'était passé si vite qu'ils n'avaient pas eu le temps de trouver un autre logement. Elle a dit que c'était temporaire. Elle a dit, nous sommes la famille. Puis j'ai remarqué quelque chose par-dessus son épaule, et le dernier soupçon de doute en moi est mort. La voiture de ma mère était garée à moitié plus loin dans le pâté de maison. Elle était appuyée contre la portière côté conducteur, les bras croisés, des lunettes de soleil sur le nez, observant la scène comme un général supervisant une bataille qu'elle avait déjà décidé de gagner. Ce n'était donc pas du désespoir. C'était planifié. Je me suis tourné vers Julien. Cela n'arrivera pas, il a immédiatement tenté l'angle de la culpabilité. Il a dit que j'étais cruel. Il a dit qu'il n'avait nulle part ailleurs où aller. Il a dit que son enfant ne méritait pas d'être pris au milieu de tout cela. La façon dont il le disait était calculée, comme s'il voulait que les déménageurs entendent, comme s'il voulait que les voisins entendent, comme s'il voulait que l'histoire commence à prendre forme avant même que je refuse. Je lui ai dit qu'il y avait plein d'autres parents qu'il pouvait appeler. Et s'il n'y en avait pas, peut-être que cela en disait long sur la façon dont il traitait les gens. C'est alors que ma mère s'est approchée, d'un pas lent et délibéré. Elle n'a pas crié, mais sa voix était assez tranchante pour couper. Elle m'a dit que je tournais le dos à mon propre sang, et que si je les laissais partir aujourd'hui, je le regretterais plus que je ne pouvais l'imaginer. Je l'ai regardé et j'ai senti quelque chose s'installer en moi, quelque chose qui n'était plus de la colère, mais de la certitude. Le seul regret que j'ai eu, ai-je dit, c'est d'avoir laissé les choses aller aussi loin pour commencer. Puis je me suis tourné vers les déménageurs. Si vous déchargez quoi que ce soit dans cet immeuble, cela sera remis directement dans le camion à ses frais. Les déménageurs se sont regardés. L'un d'eux a demandé à Julien à voix basse s'il devait retourner à l'entrepôt de stockage. Julien a juré entre ses dents. Sa femme a fixé ses chaussures. Après une longue pause, Julien leur a fait signe de partir furieux, vaincu et embarrassé. Ils ont tout rechargé dans le camion. Ma mère n'a pas dit un mot de plus en retournant à sa voiture, mais le regard qu'elle m'a lancé promettait que ce n'était pas fini. Et Julien, juste avant de grimper dans la cabine, m'a regardé comme s'il voulait mémoriser mon visage en tant qu'ennemi. Ce soir-là, à exactement 23h04, j'ai reçu un message texte de Julien, « Tu vas regretter cela plus que tu ne le penses. » Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, j'ai découvert ce qu'il voulait dire. Et ce n'était pas à propos d'argent. C'était personnel. Très personnel. 2 matins plus tard, je me suis réveillé avec mon téléphone vibrant si fort qu'il s'est mis à cliqueter contre ma table de nuit. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait du travail, un problème de fournisseur, un client paniqué, quelque chose de normal, quelque chose de gérable. Mais quand j'ai ouvert les yeux et vu le déluge de notifications, mon estomac s'est noué d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Ce n'étaient pas des courriers électroniques. Ce n'était pas le travail. C'étaient les réseaux sociaux. Des appels manqués empilés les uns sur les autres. Des dizaines de messages directs. Plus de 100 notifications de mention. Des noms que je n'avais pas vus depuis des années illuminaient mon écran comme des fantômes. Des gens dont je me souvenais à peine m'envoyaient des captures d'écran sans contexte, comme s'ils s'attendaient à ce que je sache déjà ce que je regardais.
Julien avait rendu l'affaire publique. Sur Facebook, il avait écrit une publication qui ressemblait à un drame mal scénarisé. Il parlait de trahison, de famille tournant le dos, et de la façon dont sa propre sœur l'avait jeté, lui, sa femme et son enfant, à la rue alors qu'il n'avait nulle part où aller. Il se peignait comme un homme essayant simplement de survivre et moi comme une femme d'affaires froide et égoïste qui avait oublié d'où elle venait dès que l'argent avait touché ses mains. Chaque détail qui le faisait paraître mauvais manquait. Il ne mentionnait pas la jeune entreprise que j'avais financée. Il ne mentionnait pas l'année et plus pendant laquelle j'avais payé leur hypothèque. Il ne mentionnait pas le compte de prêt partagé ou l'équipe de développement. Il ne mentionnait pas le coût monté du camion de déménagement ou ma mère observant depuis le trottoir comme s'il s'agissait d'une performance planifiée. Et bien sûr, il ne mentionnait pas la fête de remise des diplômes, le microphone, les rires et la façon dont il m'avait rabaissé devant tous ceux qui comptaient pour moi. Au moment où j'ai fini de lire, la publication avait déjà été partagée près de 60 fois. Certains commentaires étaient prudents des gens qui sentaient que quelque chose ne collait pas mais la plupart ne l'étaient pas. La famille, les amis, d'anciens voisins et des parents éloignés dont je me souvenais à peine intervenaient comme des juges moraux. La famille est éternelle. Le sang devrait passer avant les affaires. Et ceux qui faisaient le plus mal ne venaient pas d'étrangers, ils venaient de gens avec qui j'étais allé à l'école, des gens qui ne savaient rien de ma vie actuelle mais qui adoraient l'histoire de toute façon. Je suppose que l'argent change les gens. Waouh, je ne pensais pas que tu étais ainsi. J'ai posé mon téléphone et je suis restée assise dans le silence, sentant quelque chose basculer en moi. Pas de la tristesse, pas même de la colère. C'était de la clarté, parce que Julien ne se contentait pas de mentir, il contrôlait l'histoire de la même manière qu'il l'avait toujours fait. Et si je restais silencieuse, le mensonge deviendrait la vérité. À midi, ma mère avait laissé 3 messages vocaux, chacun plus colérique que le précédent. Elle n'a pas demandé si tout cela était vrai. Elle n'a pas demandé ce qui s'était réellement passé. Elle s'en fichait. Tout ce qui lui importait était la façon dont cela faisait paraître la famille et le fait que je devais réparer cela. C'est alors que j'ai su que je n'allais plus jouer la défense. Le lendemain matin, j'ai envoyé un message texte à Julien, « Retrouve-moi à l'appartement, midi ». Pas d'émoji, pas d'explication, juste l'heure et le lieu. Il a répondu 5 minutes plus tard avec un pouce levé, comme s'il pensait que je craquais enfin, comme s'il pensait que je venais m'excuser. Quand je suis arrivé, je suis entré. J'avais ma propre clé, un autre détail que les gens aiment ignorer. J'étais déjà assise à la table de la cuisine quand il est entré, arborant cette expression suffisante qu'il utilisait toujours quand il pensait avoir le dessus. J'avais une pile propre de papiers étalés devant moi, relevés bancaires, documents de prêt, enregistrement de virement, chaque paiement que j'avais effectué pour son hypothèque, chaque dépôt dans la jeune entreprise, chaque dépense que j'avais couverte, le tout calculé en euros, aligné de manière nette et indéniable. Il a regardé les papiers, puis m'a regardé. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il dit, comme s'il le savait déjà mais voulait m'entendre le dire. « Je te donne un choix », ai-je dit calmement. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de leçon. J'ai fait glisser la pile sur la table vers lui. Tu retires cette publication aujourd'hui et tu publies une correction, où j'envoie des copies de ces documents à chaque personne qui l'a partagé. Famille, amis, investisseurs, tout le monde. Il a ri au début, un son court et méprisant. Tu ne ferais jamais cela réellement. J'ai pris mon téléphone et je lui ai montré le projet de message que j'avais déjà rédigé, complet avec les captures d'écran jointes et les noms identifiés. Son expression a changé si vite que c'était presque physique. Le sourire narquois a disparu. Ses épaules se sont raidies. Pour la première fois depuis la fête, il semblait nerveux. « Tu bluffes » a-t-il dit. Mais sa voix ne correspondait pas aux mots. « Je ne bluffe pas » ai-je dit. « Et tu le sais. » Il a fixé les papiers pendant un long moment. Je pouvais voir les calculs se faire dans sa tête jusqu'où le mensonge pouvait aller, et à quelle vitesse il s'effondrerait si la vérité le suivait. Il ne s'est pas excusé. Il n'a pas admis qu'il avait tort. Il s'est simplement levé, a pris son téléphone et est allé dans l'autre pièce. Ce soir-là, la publication a disparu. Pas d'excuses, pas de suivi, pas d'explication, simplement partie, comme si elle n'avait jamais existé. Comme s'il pouvait effacer les dégâts en prétendant qu'ils n'étaient jamais arrivés. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose d'important, Julien n'était pas capable de responsabilité, seulement de retraite. Je pensais que ce serait peut-être la fin de tout cela.
Que peut-être il reculerait enfin maintenant qu'il savait que je n'avais pas peur d'exposer la vérité. Je me trompais, car la semaine suivante, j'ai fait un geste qu'il n'avait jamais vu venir. Ce vendredi matin, je me suis assise dans le bureau du centre-ville d'un avocat, Maître Bertrand, en qui j'avais confiance, et j'ai signé les documents finaux pour investir dans la jeune entreprise de mon ami Nicolas. Nicolas était quelqu'un que je connaissais depuis ma 2e année d'université. Il n'était pas ostentatoire. Il ne promettait pas la lune. Il ne jouait pas la victime quand les choses devenaient difficiles. Pendant 2 ans, il avait construit sa plateforme avec ses propres économies, travaillant de nuit dans un entrepôt juste pour continuer à la financer. Des mois plus tôt, il m'avait demandé si je considérerais devenir partenaire. À l'époque, je lui avais dit que je ne pouvais pas, mon argent était lié au projet de Julien. Maintenant, mes ressources étaient libres, et je voulais les investir dans quelque chose de réel. Quand l'encre a séché, j'ai ressenti un calme que je n'avais pas éprouvé depuis des mois. Cet après-midi-là, j'ai appelé mon père et lui ai demandé s'il voulait me retrouver pour un café. Nous nous sommes assis près de la fenêtre d'un petit café, la lumière du soleil traversant la table. J'ai fait glisser l'accord signé vers lui. Il l'a lu attentivement, puis a hoché la tête. « Bien », a-t-il dit. « Au moins, cela va à quelqu'un qui l'a mérité. » Le soir, la nouvelle était parvenue à ma mère. Je n'avais pas besoin de deviner comment, Julien avait dû l'appeler à la seconde où il l'avait appris. Elle a laissé 2 messages vocaux l'un après l'autre, disant tous les 2 presque la même chose, que j'humiliais mon frère, que je choisissais un étranger au détriment de la famille et que j'étais rancunière. 1 heure plus tard, Julien m'a envoyé un message texte. « Waouh, je suppose que tu as vraiment fini avec nous. » Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, je suis retourné à l'appartement pour une dernière conversation. Je la voulais face à face pour qu'il n'y ait aucune place pour qu'il déforme mes paroles plus tard. Quand je suis entré, Julien était sur le canapé, faisant défiler son téléphone. Sa femme était assise à la table de la salle à manger, payant des factures. Aucun d'eux ne semblait surpris de me voir. Je suis resté debout jusqu'à ce que Julien lève enfin les yeux. « Je vais faire simple », ai-je dit. « À partir de maintenant, ta vie est entre tes mains. Plus de prêts, plus de factures couvertes, plus de comptes partagés. Quoi qu'il arrive à partir d'ici, tu te débrouilles. J'ai fini. » Pendant un moment, il m'a regardé comme s'il attendait la chute, comme s'il pensait que j'allais scier. Sa femme a jeté un regard entre nous mais n'a pas dit un mot. Puis, Julien a ri non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'il ne savait pas quoi faire d'autre. « Tu regretteras cela », a-t-il dit doucement. Je n'ai pas répondu. Je suis sorti par le couloir et je ne me suis pas retourné. Ce soir-là, assise dans mon appartement, j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû être évident il y a des années, le sang ne suffit pas. On peut être apparenté à quelqu'un sans être réellement de sa famille. Et une fois qu'on voit cela clairement, il n'y a pas de retour en arrière possible. Les semaines qui ont suivi mon départ de l'appartement de Julien m'ont semblé étranges, comme si ma vie était soudainement devenue silencieuse d'une manière à laquelle je n'étais pas habitué. Pas d'appel tard le soir pour demander de l'aide. Pas de message texte décontracté introduisant des demandes. Pas de message de ma mère me rappelant à quel point Julien luttait et combien les choses seraient plus faciles si je reprenais les choses en main. Pour la première fois depuis des années, mon téléphone restait silencieux pour les bonnes raisons. Mathieu l'a remarqué avant que je ne le réalise pleinement. Un soir, alors que nous étions assis sur mon canapé en mangeant des plats à emporter directement dans leur contenant, il m'a regardé et a dit « Tu respires différemment ». J'ai ri et je lui ai demandé ce que cela signifiait, mais il avait raison. Je n'étais pas constamment en train de me préparer au prochain problème que Julien me jetterait sur les bras. Je n'étais pas en train de calculer mentalement combien d'euros je pouvais me permettre de perdre pour que tout le monde reste calme. Mon énergie allait enfin vers ma propre vie, mon propre travail et ma propre relation. La jeune entreprise de Nicolas avançait plus vite que nous ne l'avions prévu. Les retours du test bêta étaient solides, et nous avions un rendez-vous prévu avec un investisseur sérieux, le genre de rendez-vous dont Julien parlait toujours, mais qu'il ne décrochait jamais. Chaque heure que j'y consacrais me semblait saine et méritée. Il n'y avait pas de chaos attaché, pas de dette émotionnelle tapie en dessous. Mais une partie de moi restait vigilante parce que je connaissais trop bien Julien pour croire qu'il disparaîtrait discrètement. Il ne savait pas vivre avec l'échec. Il ne savait pas comment reconstruire honnêtement, et il ne savait certainement pas comment abandonner une histoire où il n'était pas la victime. Cette vigilance a payé. Un mardi matin,
je me préparais pour le travail quand mon téléphone a vibré avec un message texte d'un numéro que je ne reconnaissais pas, vérifie ta boîte aux lettres. Tu voudras voir ceci. Pas de photo de profil, pas de contexte, juste cela. Je suis resté là un moment, le téléphone à la main, pesant si c'était un autre piège ou quelque chose de pire. Puis la curiosité a gagné. Je suis descendu et j'ai ouvert la boîte aux lettres métalliques dans le hall de mon immeuble à Lyon. Coincée à l'intérieur se trouvait une épaisse enveloppe sans inscription. Dès que j'ai senti son poids, mon estomac s'est noué. Je l'ai montée à l'étage et je l'ai ouverte sur la table de ma cuisine. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran imprimées et des fils de discussion par courrier électronique, des preuves claires, indéniables et datées. Plus je lisais, plus je tournais les pages lentement. Julien avait envoyé des courriers électroniques à 2 de mes anciens contacts professionnels, des personnes à qui je l'avais présenté à l'époque où je croyais encore en son projet. Dans ces messages, il proposait une relance de la jeune entreprise sur laquelle nous avions travaillé ensemble autrefois. Sauf que, dans sa version, c'était entièrement son idée. Il avait effacé mon nom de chaque détail. Il prétendait avoir personnellement conçu et financé les premiers prototypes, les mêmes prototypes que j'avais payés avec mes propres euros, les mêmes conceptions que j'avais développées grâce à mon réseau. Pire encore, il avait joint mes conceptions des fichiers que j'ai reconnus instantanément. Je me suis adossé à ma chaise, la pièce me semblant soudainement trop petite. Ce n'était pas seulement du mensonge. Ce n'était pas seulement de la fierté ou du désespoir. C'était du vol. Et cela confirmait quelque chose que j'essayais de ne pas admettre, Julien ne se sentait pas seulement autorisé à disposer de mon argent, il se sentait autorisé à disposer de mon travail, de mes idées et de ma réputation. Je ne savais pas qui était, mais d'après la façon dont ces courriers électroniques avaient atterri entre mes mains, j'avais le sentiment qu'il s'agissait de quelqu'un d'assez proche de Julien pour finir par être fatigué de le voir détruire les gens. Quelqu'un qui avait décidé d'arrêter de le protéger. Je n'ai pas perdu de temps. Cet après-midi-là, j'ai tout transmis à Maître Bertrand. Puis j'ai passé 2 appels téléphoniques très spécifiques, un à chaque investisseur que Julien avait contacté. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas dramatisé. J'ai exposé l'histoire réelle du projet, qui avait payé quoi, qui possédait quoi, et comment les conceptions jointes étaient ma propriété intellectuelle. À la fin de la semaine, la proposition de Julien était morte. Les investisseurs ont coupé tout contact. Pas de négociation, pas de seconde chance. Ils ne voulaient plus rien avoir à faire avec lui. Je m'attendais à ce que Julien m'appelle furieux, qu'il laisse des messages vocaux menaçants ou qu'il explose comme il le faisait toujours quand le contrôle lui échappait. Mais il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, ma mère a appelé. Sa voix était tranchante dès le début. Elle m'a accusé de ruiner son avenir, de le frapper alors qu'il était déjà à terre, d'être vindicative et cruelle. Elle n'a pas demandé si les courriers électroniques étaient réels. Elle ne voulait pas de preuves. Elle ne voulait pas entendre comment il avait essayé de voler mon travail. Tout ce qui lui importait était que j'avais empêché qu'il obtienne une autre bouée de sauvetage. C'est ce qui arrive, lui ai-je dit, quand on brûle tous les ponts que l'on possède et que l'on essaie ensuite de voler le bois de celui de quelqu'un d'autre pour reconstruire le sien. Elle m'a raccroché au nez. Le lundi suivant, Nicolas et moi avons conclu notre première levée de fonds. Les mêmes personnes qui pensaient autrefois que le projet de Julien avait du potentiel soutenaient maintenant quelque chose de bâti sur un travail réel. Ce soir-là, je me suis versé un verre et je me suis assise sur mon canapé, fixant les lumières de la ville de Lyon par ma fenêtre. Julien n'avait pas changé, il ne changerait jamais. La seule différence maintenant était qu'il n'avait plus accès à moi, plus d'argent, plus de main-d'œuvre, et plus de silence derrière lequel il pouvait se cacher. Pour la première fois, je me sentais à l'abri de son chaos. Et j'ai pensé que, finalement, ce chapitre était terminé. Je me trompais, car Julien n'en avait pas fini d'essayer de me punir pour être parti. Et le dernier geste qu'il ferait ne serait pas bruyant, public ou dramatique. Ce serait quelque chose de silencieux, calculé et destiné à me blesser là où il pensait que j'étais la plus exposée. Le message de ce numéro inconnu est resté dans mon esprit plus longtemps que prévu. Non pas à cause de ce qu'il disait, mais à cause de ce qu'il impliquait. Quelqu'un avait observé Julien d'assez près pour savoir exactement ce qu'il faisait, et cette personne était assez proche pour obtenir des preuves. Cela signifiait que ces mensonges n'étaient plus seulement imprudents, ils étaient désespérés. Pendant quelques jours après que les investisseurs lui eurent coupé les vivres, Julien est resté silencieux. Pas d'appel, pas de message texte, pas de messages indirects envoyés par ma mère.
Ce genre de silence venant de lui était anormal. Julien ne traitait jamais la perte en silence. Soit il blâmait quelqu'un bruyamment, soit il essayait de manipuler les choses pour revenir. Je savais qu'il ne fallait pas croire qu'il avait accepté quoi que ce soit. Puis, un après-midi, ma mère s'est présentée à ma porte sans prévenir. Je ne lui avais pas dit où je serais. Je ne l'avais pas invité. Quand j'ai ouvert la porte et que je l'ai vu là, son sac serré contre sa poitrine, je savais déjà qu'il ne s'agissait pas d'une visite basée sur la compréhension. Elle était basée sur la pression. Elle ne s'est pas assise. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle s'est lancée directement, disant que Julien était en chute libre, qu'il ne pouvait plus dormir, qu'il était embarrassé et que les gens lui tournaient le dos. Elle a dit que j'étais allé trop loin cette fois, qu'il ne s'agissait plus d'affaires, il s'agissait de le détruire. J'ai écouté sans l'interrompre parce que je voulais entendre jusqu'où elle irait sans une seule fois demander ce qu'il m'avait fait. Quand elle a eu fini, j'ai dit quelque chose qu'elle n'attendait manifestement pas, je n'ai pas détruit Julien. J'ai juste arrêté de le protéger contre lui-même. Son visage s'est durci. Elle a dit que la famille ne se faisait pas cela. Elle a dit que j'étais froide. Elle a dit qu'elle ne m'avait pas élevé pour que j'abandonne mon propre sang. C'est alors que j'ai réalisé quelque chose de douloureux mais de libérateur, ma mère ne voulait pas la vérité. Elle voulait la version de la réalité où Julien était toujours rachetable et où j'étais toujours responsable. Et rien de ce que je pouvais dire n'allait changer cela. Alors je lui ai dit que c'était la dernière conversation que nous avions à propos de Julien. Je lui ai dit que je ne discuterais plus jamais de mes finances, de mon travail ou de mes choix. Et si elle ne pouvait pas respecter cela, alors elle perdrait aussi son accès à moi. Elle m'a regardé comme si je l'avais giflé. Tu couperais les ponts avec ta propre mère, a-t-elle dit. Je ne coupe pas les ponts avec toi, ai-je répondu. Je prends du recul. Il y a une différence. Elle est partie sans dire au revoir. Ce soir-là, Mathieu m'a serré dans ses bras pendant que je pleurais d'une manière que je ne m'étais pas autorisé auparavant. Non pas parce que Julien me manquait, mais parce que j'acceptais enfin que la famille que je voulais n'existait pas de la manière dont je l'avais imaginée. Et faire le deuil de cette vérité faisait plus mal que n'importe quelle dispute. Quelques jours plus tard, Maître Bertrand a appelé. Il m'a dit que Julien avait tenté d'enregistrer une variation du nom de la jeune entreprise originale sous une entité différente, essayant de frôler ma propriété intellectuelle sans franchir la ligne de manière flagrante, assez proche pour semer la confusion, assez proche pour emprunter de la crédibilité et assez proche pour rester lié à mon travail. Ce fut le moment où j'ai arrêté de réagir et où j'ai commencé à mettre fin aux choses. En une semaine, mon avocat a envoyé une mise en demeure formelle. Ce n'était pas émotionnel ni agressif, c'était simplement inattaquable. Elle exposait la propriété, la documentation, les échéanciers et les conséquences. Elle précisait très clairement que si Julien franchissait à nouveau cette ligne, il n'y aurait aucun avertissement. Il n'a jamais répondu ni à moi, ni à l'avocat, ni publiquement, ni en privé. Des semaines ont passé, puis un mois. L'entreprise de Nicolas a continué de croître, de nouvelles embauches, de nouveaux jalons et de nouvelles conversations qui n'impliquaient pas de limitation de dégâts ou de culpabilité. Pour la première fois, je construisais quelque chose sans avoir à m'en excuser. Mathieu et moi avons commencé à parler d'emménager ensemble des projets calmes, des projets sains, le genre qui ne nécessitait la permission de personne d'autre. Un soir, alors que je triais du vieux courrier, je suis retombé sur l'enveloppe, celle qui avait tout déclenché. Je l'ai regardée pendant un long moment en pensant à la personne qui l'avait envoyée. Qui que ce soit, n'avait pas sauvé Julien. Cette personne ne l'avait pas protégé. Elle avait choisi la vérité plutôt que la loyauté. Et je comprenais pourquoi. Parce que protéger quelqu'un qui refuse de changer ne vous rend pas compatissante, cela vous rend complice. Je n'ai plus jamais entendu parler de Julien. Pas d'excuses, pas de réconciliation, pas de confrontation dramatique pour clore la boucle juste de l'absence. Et dans cette absence, j'ai trouvé la paix. Je pensais autrefois que la famille était une question d'endurance, de tout ce que l'on pouvait tolérer en continuant d'appeler cela de l'amour. Je me trompais. La famille est une question de respect. Et quand le respect disparaît, le sang ne signifie plus grand-chose du tout. La porte entre Julien et moi n'a pas claqué violemment. Elle s'est fermée silencieusement et s'est verrouillée proprement. Et je ne suis pas resté de l'autre côté en espérant qu'il frappe. Pour la première fois de ma vie, j'ai marché vers l'avant sans regarder en arrière.